Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la web radio. Nous continuons notre projet en Python. L'idée est tout simplement de pouvoir gérer et publier des articles directement depuis notre ordinateur, qu'il soit Mac, Linux ou Windows. Voilà, et donc normalement ici on va travailler avec WordPress. Alors je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Cette vidéo nous a permis d'installer WordPress sur un serveur, notamment via FTP, mais aussi pour ceux qui n'ont pas de serveur et qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas forcément envie plus tard d'investir dans un serveur, vous avez la possibilité évidemment de l'installer sur l'ordinateur. Je vous fais le tuto pas à pas dans la vidéo précédente. Et puisqu'on y était, on a déjà paramétré notre WordPress une fois installé pour qu'il puisse communiquer avec des applications tierces et notamment avec celle-ci. Donc que vous ayez l'habitude ou pas d'un WordPress, il vaut mieux quand même aller vérifier cette vidéo parce que je pense qu'elle pourrait vous servir et vous apprendre, et en tout cas comme ça vous partirez avec les bonnes bases. Je vous rajoute deux vidéos également à voir si vous n'êtes pas des habitués de Python. Si vous prenez cette vidéo un peu en cours, je vous ai fait il y a quelques temps différentes boîtes à outils, des BAO, boîtes à outils, et donc à l'intérieur on va beaucoup se servir nous de boîtes à outils liste et de boîtes à outils qui sont des dictionnaires. En gros ce sont des cours théoriques et pratiques avec des exemples et un petit exercice à la fin. Vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice bien sûr, mais allez les voir parce que comme ça va vous permettre de comprendre ce que l'on fait et évidemment après pouvoir mieux intégrer tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je voulais juste vous parler d'une chose très importante, ce sont les API. Alors je vais faire place nette ici parce que je vais afficher quelques images, mais voilà. Qu'est-ce qu'une API? En gros, on va se servir nous d'API, l'API REST de WordPress, d'accord? Donc l'API REST, c'est tout simplement un petit programme qui fait le lien entre les différents programmes ou services qu'on pourrait vouloir créer et bien sûr notre serveur et notre site WordPress, d'accord? Donc le but c'est ça. Un API, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de pouvoir communiquer avec d'autres services, avec d'autres matériels et logiciels, et bien sûr de pouvoir après les connecter ensemble par exemple. Je vous donne un exemple tout simple, mais vous connaissez tous la société Uber ou Uber, chère à notre président de la République et chère aux contribuables français du coup. Figurez-vous que cette application elle utilise deux API essentiellement. La première c'est la géolocalisation, et pour ça au lieu de développer elle-même un service de map, c'est-à-dire aller partout au-dessus de la planète, faire des photos, redessiner les routes, etc., elle a tout simplement dit je vais utiliser l'API donc de Google Maps, une API qui est entièrement gratuite, je précise. Et donc comme ça, grâce à ça, ils ont eu l'accès à toutes les informations de Google, de géolocalisation, des cartes, des paramètres qui peuvent être faits, etc. En quelques lignes de code, finalement, cette partie-là était faite. Vous voyez, c'est super simple. De l'autre côté, ils se sont dit, ce serait bien que les gens puissent payer avec mon application. Mais au lieu de développer un système crypté, vérification auprès des banques et des instances internationales pour la sécurité, etc., ils se sont dit on va faire appel à quelqu'un, hop, on prend un API, on va prendre une API tiens, ils ont pris Apple Pay je crois. Donc vous voyez, en connectant simplement deux API, en quelques minutes, ils ont fait leur application. Et voilà, bon après ils ont aménagé d'autres choses, mais dans le principe, vous voyez, ça sert à ça, ça sert à se simplifier la vie. Alors je vous donne un exemple tout simple de choses qui pourraient être une API. Je trouve que pour bien expliquer ce que ça peut être comme ça. Vous voyez, un site internet, d'accord? Un site internet, vous connaissez le principe, vous arrivez dessus, donc site d'information, site de médias. Ici c'est le seul média indépendant de Bretagne, en tout cas en termes de presse, et donc c'est pour ça que je suis allé dessus pour vous montrer un petit peu, ça change de tous ceux qui sont affiliés Ouest France et qui pourtant s'appellent indépendants. En tout cas, figurez-vous que nous allons ici, donc quand nous sommes sur un site internet, voir cette information. Donc là, c'est toutes les news, etc., etc. Très bien, parfait. Si je reste sur cette page pendant 2 heures, je vais rien voir qui change, d'accord? Tant que je n'actualise pas ici ou que je ne fais pas un F5, en fait, je ne fais pas un nouvel appel à l'API pour récupérer les informations qui sont sur le serveur. D'accord? Donc vous voyez, l'API ça fonctionne comme ça fonctionne par bouton d'appel. Alors ce qui peut être bien parce qu'effectivement c'est quand vous en avez besoin, vous appuyez dessus et ça part. Mais par contre de l'autre côté, on prend l'exemple inverse, vous avez des places pour YouTube qui vont être mises en ligne à 9h17 et il est 9h16 et vous voulez être le premier à les acheter parce que vous savez qu'au bout de 10 minutes les 10 000 places sont parties. Vous êtes là, vous appuyez frénétiquement sur F5 jusqu'au bout pour actualiser. Du coup ça consomme beaucoup de ressources et ça consomme surtout beaucoup de ressources logicielles, d'accord? Là, grâce aux API, vous allez donc sûrement devoir, si vous êtes le propriétaire du site, acheter
acheter un serveur plus puissant ou louer un serveur beaucoup plus puissant. Du coup, ça va vous coûter plus cher. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, en France, on est un petit peu en retard, mais depuis quelques temps, on développe ce qu'on appelle des webbooks. Alors là, c'est l'effet inverse. Et exactement comme le mail, finalement, eh bien, c'est dès qu'il y a une nouvelle sur le serveur le donne à tous ceux qui sont connectés. Voilà, elle l'envoie directement, sans appel, sans F5, sans rien. Ce qui fait que ça met à jour automatiquement et c'est plutôt pratique. C'est ce qui se passe notamment quand vous ajoutez, par exemple, eh bien, une web radio. Vous êtes là en train de l'écouter, vous voyez le titre qui défile et que à chaque fois que le titre change, eh bien, ça change automatiquement sur votre ordinateur. C'est exactement le même principe, ce qu'on appelle le push. Ça marche aussi pour les emails. Quelqu'un vous écrit un email, eh bien, il arrive, vous avez tout de suite une notification comme quoi vous avez bien un email sur votre boîte. Vous n'avez pas besoin toutes les 3 minutes d'aller voir si vous avez un email qui est arrivé. D'accord? Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut retenir. L'API, en gros, c'est mon temps, c'est la demande, elle vient d'en bas, elle vient de nous et on fait en sorte effectivement d'avoir la réponse. Et par contre, dans l'autre côté, le webbook, eh bien, c'est le push, c'est-à-dire que ça descend directement du serveur dès qu'il y a quelque chose. Ça sert à rien d'appeler. D'accord? On va pas appeler quelqu'un si on sait qu'il a rien à nous dire. D'accord? Donc ça marche comme ça. Ok, bon, maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'intéresser un petit peu à notre projet. Donc je vous le rappelle, notre projet, c'est d'écrire et de modifier des articles, créer des catégories s'il y a besoin, créer des tags pour le référencement, mettre une image, l'importer, etc., etc. Aujourd'hui, on va pas se concentrer sur la partie graphique, mais on va s'intéresser à cela. Déjà, on va faire notre première connexion avec notre site internet et puis on va lister toutes les catégories et créer une nouvelle catégorie. D'accord? Histoire de voir un petit peu comment est-ce qu'on communique avec notre ordinateur. La première chose que l'on va faire, eh bien, c'est tout simplement aller ici. D'accord? Donc ici, moi, j'ai un fichier qui s'appelle testwp.py qui est dans projet numéro 3. Donc pour l'instant, j'ai rien dedans. Je vais créer un nouveau fichier ici. Voilà, je lui donne même pas d'extension. Je vais l'appeler données par exemple, parce qu'il va contenir mes données temporairement. Comme ça, tout est au même endroit. Je vais récupérer donc les informations qu'on a vues la dernière fois, c'est-à-dire mon login et mon mot de passe. Mon login et mon mot de passe, à quoi ça correspond? Eh bien, le mot de passe, je vous l'ai montré. On a fait ça la dernière fois ensemble. C'est-à-dire que quand j'ai été dans WordPress, j'ai été dans compte et puis j'ai créé ce qu'on appelle tout en bas une administration ici. D'accord, ici un mot de passe pour les applications. D'accord. Alors encore une fois, si vous n'avez pas ceci, eh bien reportez-vous à la vidéo précédente qui concerne l'installation effectivement, parce que je vous ai montré comment est-ce qu'on faisait pour avoir accès à ça, bien sûr. Donc vous avez ça et quant au login, eh bien c'est celui-ci. Donc si vous appelez Jennifer ou Ducobu, eh bien c'est marqué Jennifer ou Ducobu ici. Moi c'est marqué admin parce que c'est le nom que j'avais donné. D'accord. Donc voyez, admin c'est ça et le mot de passe c'est le mot de passe qu'on a défini pour les applications. Donc je pense que là tout est plutôt bien. Alors avant de lancer le site internet, ceux qui sont en local, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de serveur, pensez à bien allumer ici votre WAMP serveur, d'accord? Sinon ça va pas fonctionner, puisqu'effectivement si l'application n'est pas lancée, normalement elle doit être en verte, mais chez moi elle est en orange parce que j'ai supprimé un des 3 services, pardon, mais vous n'avez pas besoin vous de supprimer les services. Moi il faisait obstacle à autre chose qui se programme sur mon site. Donc ici moi login ça m'embête un peu, je vais l'appeler utilisateur. D'accord? Et ici passe, eh bien je vais l'appeler mot de passe, tout simplement, mot de passe. Avec un E. D'accord. Donc maintenant, il nous manque une donnée essentielle, c'est ce qu'on appelle l'URL sur laquelle on va devoir se connecter. D'accord. Donc notre URL, nous, on va aller la chercher. Quand on va sur WordPress, d'accord, ici par exemple, je vais directement sur mon site internet. Donc moi, c'est localhost/projet03/, mais si vous êtes sur un serveur, c'est peut-être monsitechéri.com. Et après, vous n'avez plus qu'à taper /, d'accord. Ensuite, vous tapez wp-json. C'est affiché, c'est bien. Ensuite, /wp/v2, d'accord. C'est tout simplement, en fait, l'adresse de l'API REST, d'accord. Donc, l'adresse de ce que votre programme va pouvoir voir de WordPress. Et là-dedans, il y a tout votre WordPress en intégralité et c'est ce qu'on appelle un fichier JSON, c'est-à-dire un fichier de dictionnaire. On le voit parce que ici, en Python notamment, on voit bien que les accolades comme ça, ça donne ces informations. Et on voit également, ici, on a un nom et ici, on a les valeurs. Clés valeurs, c'est donc bien un dictionnaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début de cette vidéo, je vous ai demandé d'aller voir la BAO sur les dictionnaires et sur les listes parce qu'on va en avoir grandement besoin. Donc maintenant qu'on a cette adresse, d'accord. Alors moi je suis en 2022, donc j'ai la version 2, mais peut-être que si vous êtes en 2027,
ou 2025 ou 2023 éventuellement, peut-être qu'on passera à la version 3, d'accord? Alors si jamais vous avez donc une seule ligne, par exemple si je vais sur la version 1 ou la version tout simplement, vous voyez bien qu'ici j'ai un message d'erreur, ça veut dire que ça n'existe pas. Si je fais version 1, vous voyez ça n'existe pas. Si je fais version 3, chez moi ça n'existe pas. Par contre c'est bien la version 2, d'accord? Donc si jamais version 2 ça ne marche pas, essayez version 3, et si ça ne marche pas, allez sur votre moteur de recherche préféré et tapez adresse API REST WordPress. Et là, vous allez forcément tomber sur ce petit lien qui sera donc actualisé en 2023 ou en 2027. Ok, donc nous, on va copier tout ça, c'est ça qui nous intéresse, et on va aller l'ajouter tout simplement ici dans nos informations. Donc je vais le prendre, je vais le copier. Je vais ici le mettre directement entre guillemets. Pendant que j'y suis, je vais mettre ça également entre guillemets parce que ce sont des chaînes de caractères. Et tout va bien. Parfait. Je vais pouvoir sauvegarder mon dossier données. Comme ça, au cas où, dans les prochaines vidéos, on retrouvera facilement nos différents paramètres. Alors, je vais le copier ici, d'accord? Et je vais le coller tout simplement là. Très bien. Alors vous voyez que j'ai des petites erreurs, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait la différence entre ça, ça et ça, eh bien c'est qu'ici j'ai un égal et ici j'ai 2 points. Et que WordPress ne prend pas les 2 points, en tout cas pas pour déclarer les variables. Donc si je remplace par un égal, eh bien ça marche. Nickel, tout va bien, magnifique, extraordinaire. Nous allons par contre maintenant commencer à formater la suite, c'est-à-dire qu'on va utiliser le format. Vous savez que quand vous vous connectez à un serveur FTP, par exemple depuis votre navigateur ou depuis l'explorateur de Windows, vous devez en général taper une adresse type FTP, blabla, et puis à un moment vous devez taper admin, d'accord? Donc ça c'est le nom de votre utilisateur, donc on va dire utilisateur, 2 points, et ensuite c'est mot de passe. D'accord? En général, c'est comme ça que ça marche. Vous tapez ici Dudule et ici c'est mon mot de passe, d'accord? Et puis ça fonctionne comme ça. En général, on se connecte comme ça donc sur les serveurs internet. Donc on va devoir formater un petit peu nos différentes variables pour que elles puissent être comprises lorsqu'elles vont être présentées à WordPress tout simplement. Donc dans ce cas-là, nous ce qu'on va faire, c'est créer ce qu'on appelle une variable. Alors moi je vais l'appeler info connexion. Mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça. Et ici, on va donc récupérer notre utilisateur. Voilà. Ensuite, je vais lui ajouter les 2 points. Et donc, pour ce faire, on va créer une chaîne de caractères spéciale avec les 2 points qu'on va concaténer avec un plus, c'est-à-dire qu'on va mettre à côté. Et je remets un plus. Et là, du coup, je vais mettre mot de passe tout simplement. D'accord? Donc là, effectivement, on se retrouve bien avec l'équivalent de user 2 points passe. D'accord? Donc là, on a exactement la même chose ici qui est contenu dans notre variable qui s'appelle info connexion. Une fois que c'est fait, on va pouvoir formater tout ça en base 64 pour que ce soit bien compris par WordPress. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le terme token, mais vous pouvez l'appeler du schmoll si vous le souhaitez. Voilà, ça pose aucun problème. C'est vrai que j'ai essayé de traduire token en français pour que ce soit un peu plus explicite, mais en fait ça veut pas dire grand chose en français non plus. Donc du coup on va garder token. Ici moi je vais mettre en base 64 points, non, tiens, j'ai fait une erreur, base 64 ici, voilà, point B64, voilà, et qu'on va encoder ici, et à l'intérieur de l'encode, on va mettre donc nos informations qu'on a récupérées ici, donc info-connexion, parfait, et ça on va l'encoder également, encode tout simplement, et on va lancer la fonction. Très bien, parfait. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir formater le tout pour qu'il comprenne. Par exemple, vous savez, il va faire user égale, et donc là, il va falloir mettre le nom d'utilisateur. Donc par exemple, Jean-Michel, d'accord, et mot de passe, par exemple, 2 points, mot de passe égale 1, 2, 3, 4. D'accord, donc voilà, lui il attend ça maintenant, et donc il va falloir lui renseigner le nom user, qui va être en fait autorisation, et puis les informations ici, d'accord. Alors user ne sera pas autorisation, mais en gros c'est les mots-clés qu'il attend lui pour se connecter correctement. Donc c'est ce que nous allons faire. On va créer donc un JSON, un petit dictionnaire, d'accord, et on va le faire, moi je vais l'appeler en tête, mais généralement sur internet il est appelé headers, d'accord. Donc ici dictionnaire, on va lui rentrer qu'une seule valeur, donc clé plus valeur. Notre clé c'est autorisation, donc autorisa avec un Z, parce que c'est en anglais, je vous le rappelle, d'accord, autorisation, et une fois que c'est fait, on va mettre ici 2 points, d'accord, parce que c'est notre clé, ça, et maintenant on va lui mettre la valeur, et notre valeur, qu'est-ce que ça va être? C'est très simple, on va mettre ici basique,
on va laisser un espace et on va lui ajouter notre token. D'accord ? Token. D'accord. Alors, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Sauf que ici, si dans votre utilisateur, par exemple, admettons que vous ayez un accent aigu ou quoi que ce soit, eh bien, vous risquez d'avoir un souci. D'accord. Donc, nous, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement le transformer en UTF-8. Comme ça, on va être tranquille. D'accord. Donc, nous, ici, j'ai oublié le plus. C'est pour ça qu'il me met une erreur. D'accord. On va l'encoder. Le décoder, pardon. Décode UTF-8. D'accord, et comme ça on pourra traiter les accents et les différentes choses, parce que c'est vrai qu'en France on est un peu compliqué, hein, on a différentes choses qui embêtent un petit peu le milieu informatique, ou l'inverse d'ailleurs, hein, qui nous pénalise face au milieu informatique. Donc ici on récupère bien nos informations, bien formatées exactement comme le PC l'aime et comme le serveur l'aime, donc voilà, tout va bien, vous pouvez recopier ça. Alors ça on va le garder tout en haut, d'accord, et vous voyez que naturellement ici il m'a importé base 64, d'accord, c'est pas moi qui l'ai fait, il l'a fait tout seul. Si jamais il ne l'a pas fait par défaut, bah vous le faites vous-même, import base 64. Ça fait partie des bibliothèques qui sont intégrées automatiquement à Python. Autre bibliothèque dont on va se servir, c'est la JSON. Donc forcément import JSON ici. D'accord, c'est pour le JavaScript et pour gérer les données en fait de dictionnaire. Et puis bien évidemment, ici on va en importer une autre qui s'appelle request. Request avec un S, voilà. Si vous n'avez pas fait le projet 2, il est possible que vous ne l'ayez pas. Donc vous allez faire ici pip install et request. Request avec un S. Vous faites entrer et vous attendez que ça se fasse. Normalement, vous voyez, moi chez moi, already satisfied, ça veut dire que ça marche très bien, que c'est bon, il l'a. Donc tout va bien. Si jamais vous ne l'aviez pas et qu'il l'a installé, vous fermez, vous réouvrez, histoire qu'il prenne en compte la nouvelle bibliothèque. D'accord. Et maintenant, on va tout simplement aller se connecter au serveur avec toutes les informations qu'on a pour vérifier si ça marche bien ou pas. C'est un petit peu le principe de ce qu'on avait finalement quand on a fait le projet numéro 2 où on allait se connecter à un site internet. Ben, on va taper à peu près la même ligne de code. Donc on va taper notre request ici, .get, parce qu'on va chercher une information, et ici on va lui taper, alors vous voyez, en tout premier lieu il me demande l'URL, ensuite il me demande plein de paramètres s'il le veut. Nous on va servir de l'URL, donc comme c'est le premier on n'a pas besoin de préciser que c'est l'URL que l'on va lui mettre, hein, puisque par défaut si je lui mets n'importe quoi en premier il va penser que c'est l'URL, sauf si je précise, et comme par exemple headers, nous on va pas rentrer de paramètres, on va pas rentrer de data, et bien en fait je serai obligé de préciser headers égale en tête, d'accord. Donc l'URL, on va tout simplement mettre ici notre URL qui s'appelle URL, d'accord, et ici eh bien on va lui mettre headers, on va lui préciser headers égale, et donc chez nous il s'appelle en tête. Ok, à partir de là, moi je vais le mettre dans une variable tout simplement pour pouvoir imprimer le résultat et pour pouvoir savoir ce qu'il me renvoie comme code pour avoir l'information. Effectivement, est-ce qu'il envoie un code type dans les 200, donc ça va, ouf, tout va bien, ou dans les 400 ou 500, ouf, c'est pas bon du tout. Donc ici, moi je vais mettre alors moi j'ai l'habitude de mettre réponse, mais vous mettez en fait ce que vous voulez, d'accord, et vous créez cette petite variable. Ici, on va donc faire un print réponse, entre guillemets, réponse. Parfait. Et ici, donc tout va bien. Magnifique. Hop, on appuie et j'ai un code d'erreur 200. D'accord, donc ça veut dire que, enfin un code d'erreur, j'ai un code HTTP de 200, d'accord. Alors c'est pas vraiment une erreur. Alors, si vous allez ici et que, alors moi j'ai tapé simplement HTTP, hein, voilà, je n'ai pas, voilà, j'ai tapé code réponse HTTP, d'accord. J'ai pris le premier site, je me suis pas embêté et qu'on voit ici effectivement les réponses de succès c'est 200, les réponses de redirection c'est 300, les réponses erreur client 400, donc ça c'est pas bon, et ça 500, d'accord. Tout ce qui est 400, 500 en général c'est à éviter. Pour le reste ça va bien. Ici donc on a du 200, donc c'est ok, tout va bien. Donc on arrive bien à se connecter à notre site et à récupérer l'information, en tout cas à récupérer le site. Donc tout va bien, là on est plutôt content. Maintenant ce qu'on va faire, eh bien c'est tout simplement aller récupérer les catégories. Je vous rappelle que sur le projet que je vous ai soumis, ici avant au démarrage du programme, en fait je récupère toutes les catégories existantes et tous les tags existants, d'accord. De même que quand je crée un nouveau tag, en fait il va donc le créer automatiquement, d'accord, par rapport à ce que vous lui donnez comme info, et ensuite il va venir recharger ici la liste et vous n'aurez plus qu'à sélectionner votre nouveau tag qui apparaîtra ici, d'accord. Donc là on va faire exactement la même chose, on va simplement créer un tag et puis après on viendra histoire de le récupérer, d'accord. Donc ici comment est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement mettre ça de côté. Donc ici par exemple on va faire ma première
connexion serveur. D'accord, comme ça vous savez ce que c'est. On va cacher ça. Hop, hop, hop. On n'a plus besoin. Et on va donc se connecter. Donc ici, se créer une catégorie. Ok, donc pour créer une catégorie, on va se resservir bien sûr de toutes ces informations. Très bien. Et on va simplement identifier nos différentes catégories. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accéder à nos catégories? C'est très simple en réalité. On va aller ici, on va aller là, et donc on va revenir ici sur notre site et on voit qu'on est bien sur le JSON. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Si vous tapez ici, par exemple, post, je crois que c'est avec un S, vous accédez uniquement au poste, c'est-à-dire ici par exemple on voit salut bonjour tout le monde, d'accord, salut bonjour tout le monde. À quoi ça correspond quand on va sur le site internet? En fait on voit bien que c'est notre premier article, c'est d'ailleurs notre seul article puisque pour l'instant on n'a pas d'autres articles, d'accord. Donc vous voyez ici en tapant poste simplement je récupère mes postes. Donc ça va nous permettre de travailler un peu plus facilement plutôt que d'avoir la totale, d'accord. Idem évidemment pour les catégories. Catégorie, décidément. D'accord, donc mon adresse pour les catégories, ce sera ça. Vous voyez, là pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Une seule qui a donc pour description de catégorie. Voici un message de description. Ceci est ma première catégorie. Très bien. Donc ici, on va dans catégorie. On va vérifier. J'ai bien une catégorie, une seule, qui est donc classée et qui a une description. Voici un message de description. Ceci est ma première catégorie. D'accord. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et évidemment, ici, ça marche également. Par exemple, si vous voulez afficher les tags, d'accord, là vous faites ça, vous faites entrer et les tags, j'en ai un et donc j'ai ici post tag, tac 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 tac, tag test, voilà, que j'avais créé spécialement en faisant ici donc étiquette et j'ai donc créé ceci, d'accord. Donc on va même carrément l'effacer parce qu'il ne sert plus à grand chose, voilà. Et donc si je reviens ici, normalement il a effacé mes tags et vous voyez il me met ici, alors ici du coup c'est une liste vide, d'accord. C'est pour ça que je vous ai envoyé vers les deux vidéos, les listes et les dictionnaires en BAO dans cette chaîne YouTube. Alors maintenant on va récupérer l'adresse ici, alors on va se remettre dans catégorie. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de récupérer en fait l'adresse ici, d'accord. Donc je vais la prendre, je vais la copier et je vais la coller ici. D'accord. Donc nous on va se resservir de toutes ces informations ici, d'accord. Et donc ces informations en fait elles sont très simples. J'ai mon admin, j'ai ici mon mot de passe et ici mon URL. Alors on peut comparer l'URL, on voit que c'est la même chose jusque là. Et après par contre j'ai /catégorie. Alors ça vous n'êtes pas obligé de le mettre, il le met par défaut de toute façon. Donc ici en gros la différence que j'ai c'est ça, d'accord. Donc ça je vais le stocker dans un coin pour l'instant et on va le garder, d'accord. Ensuite ce qu'on va faire c'est on va créer une catégorie. Donc on va créer pour ça un dictionnaire. Alors les dictionnaires, je vous rappelle que vous mettez un nom de variable, donc vous pouvez mettre du schmoll, moi je vais mettre cat pour catégorie, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez, ça n'a aucune importance, c'est vous qui choisissez. Et évidemment ici on crée un dictionnaire. Un dictionnaire, je vous rappelle que c'est clé-valeur. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme valeur? Si on revient ici par exemple, on a ID, donc je pourrais faire ID et lui donner un ID. Mais attention, puisque comme les ID sont souvent donnés par WordPress, vous risquez de faire un doublon avec un ID d'autre chose. D'accord, donc attention à ça. Par contre, vous pouvez créer une description. Vous pouvez bien sûr avoir le lien, il vaut mieux éviter, mais le name. Donc nous, on va faire juste le name, mais on pourrait très bien faire name et description. D'accord, pour éviter que ce tuto dure trop longtemps, on va juste faire ici, donc notre clé, c'est name. D'accord, on va faire 2 points ici et on va lui mettre le nom qu'on veut. Et par exemple, catégorie. Non, on va lui donner un nom genre cinéma, c'est bien, c'est cinéma. On va mettre les accents comme ça, on va voir s'il les prend en compte dans le transfert. Ok, très bien. Une fois que c'est fait, on va recopier ceci, d'accord, et on va juste avoir un modifié. Je vais même récupérer la réponse en bas, comme ça, on va avoir notre print. Alors, on va vérifier étape par étape. Request, ici, j'ai bien request. Ici, get, parce que je réceptionnais, savoir si j'avais les infos du serveur, sauf que moi, je veux envoyer. Et vous le savez, en HTML, en PHP, en JavaScript, etc., etc. Vous avez get pour recevoir et post pour envoyer. Donc, nous, on va poster. On va poster quoi ou plutôt à notre URL. On va envoyer donc nos infos de connexion et il ne nous reste plus qu'à sélectionner ce qu'on va envoyer. Et donc on va faire JSON, d'accord,
égale, et donc ici, moi je vais reprendre le nom que j'ai mis là, donc cat, tout simplement, d'accord? Comme ça, lui, il sait que c'est au format dictionnaire ce que je vais envoyer, donc il sait que c'est une clé et une valeur. Voilà, ça peut être plusieurs clés, plusieurs valeurs, hein, ça pose aucun problème, hein, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Et enfin, eh bien, vous voyez qu'ici, on s'en est pas servi, eh bien, on va s'en servir parce que notre URL, c'est ça, d'accord? Et on sait très bien que nous, il faut qu'on rajoute ça. Donc, à ce moment-là, on coupe ici, et on va concaténer avec l'adresse URL. Et je fais concaténer, je colle et je rajoute. Donc ça veut dire que ici, effectivement, il va avoir donc tout ça, et puis à la fin, on lui rajoute ceci. OK? Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. C'est parti. Erreur 401. Ah, ça c'est pas bon. Alors pourquoi? J'ai oublié quelque chose peut-être. Est-ce que c'est... Non, tout est bon. Ah, j'ai peut-être ma petite idée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a donc créé un code à un moment qui nous a permis de pouvoir avoir accès justement à ce code-là, ici. Et donc, pour que j'ai accès à ce code, j'ai dû modifier un fichier qui est dans wp-config. Et donc, effectivement, peut-être que je l'ai mal placé. On va regarder ça, parce qu'à mon avis, si ça marche dans un sens en descendant et que ça marche pas en montant, c'est qu'il y a un problème d'autorisation tout simple. Donc, on va aller ici, clic gauche, bien sûr, hein, sur votre... on va revenir ici, clic gauche ici, clic gauche ici, on va aller dans répertoire www, je vais aller dans mon site en cours projet 3, je vais aller dans wp-config, je vais aller l'ouvrir dans le bloc-notes parce que tout le monde a un bloc-notes, comme ça tout le monde peut faire la manip avec moi. Ça c'est uniquement pour ceux qui sont en localhost, hein. Pour les autres ça a dû marcher tout de suite. On va regarder tout en bas, ici, voilà, c'est ce que je vous ai fait rajouter la dernière fois. Hop. On va donc remonter après l'avoir coupé et on va remonter ici. Parce que ici, en fait, vous voyez, vous avez vos différentes données de connexion. D'accord? Avec les préfixes et tout ça. Je suis en train de chercher. C'est vrai que c'est pas très pratique et très visuel sur bloc-notes, mais dans le principe, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, ici, vous avez type de collation de la base de données. Ok, eh bien là en fait à partir de là tout ce qui arrive c'est pour la base de données et comme nous on travaille directement sur les identifications, en réalité il faudrait plutôt le placer ici derrière jeu de caractères ou plus haut hein, si vous le souhaitez, mais au moins là vous pouvez mettre quelque chose. Donc on va mettre ici par exemple un petit commentaire pour qu'on sache et on va faire par exemple ici accès sécurisé en local, voilà, n'importe quoi, hein. Et ici vous fermez bien sûr, sinon vous allez avoir un petit souci. Ici vous mettez donc ce qu'on a copié de tout en bas, on sauvegarde, on croise les doigts très fort, on recommence, et erreur 401 toujours. Pourquoi? Est-ce que moi, tout est bien lancé? Bon, alors, qu'est-ce qui va pas? Je regarde un petit peu. Tac, 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 tac. Ah oui, ici, autorisation, c'est en anglais. Donc, je pense que c'est pour ça. On va tester maintenant. On a bien un code 201. Tout va bien. Donc, ici, code 201. On va vérifier que notre catégorie a bien été créée. Ici, cinéma. Ça marche. Nickel. Parfait. Donc, ça veut dire que finalement, vous voyez, ici, on a géré tout ce qu'il fallait et on a réussi à créer une catégorie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, parce que moi, j'aime bien l'avoir ici, le faire mettre mon slash ici et ici. L'enlever. Pourquoi? Parce que c'est source d'erreur. On risque de l'oublier. Et puis si on fait appel à 50 fois ce genre de requête dans notre programme pour différentes fonctionnalités, etc., quand on va devoir le coder, en réalité, on risque de l'oublier une fois. Et puis ça fait toujours 50 caractères tapés supplémentaires. Alors qu'on peut très bien le mettre ici. Ça posera aucun problème, à la fois pour se connecter, mais aussi pour récupérer de l'information. D'accord? Donc comme ça, je pense que c'est plus simple et plus efficace. Donc là, on a vu comment on crée une catégorie. Parfait. Maintenant, on va tout simplement aller récupérer la liste de nos catégories. Donc dans ce cas-là, on va cacher tout ça et on va ce coup-ci non pas faire un post, mais du coup faire un get. D'ailleurs, on va juste récupérer ces informations-là et on va récupérer l'info pour voir un petit peu comment ça marche. Donc on a request, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. On a ici notre get. Alors nous on n'a pas besoin de récupérer tout ça, on va juste récupérer les catégories puisque c'est ça que nous voulons récupérer. Donc on fait exactement le même jeu d'écriture que tout à l'heure, catégorie.
d'accord, avec un S et le headers, d'accord. Donc comme ça, on a bien la connexion et on a bien la récupération d'informations. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Une fois que c'est fait, eh bien nous allons récupérer les informations et pour ça on va lui donner, eh bien on veut pas récupérer tout ce qu'il y a parce que si on fait ça, regardez un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'ai un code 200 comme quoi effectivement il récupère bien les informations, mais en fait je les ai pas moi ces informations, d'accord. Donc le print réponse, on va le décaler, peut-être même pas s'en servir. On va tout simplement maintenant faire une nouvelle variable qui va s'appeler catégorie, par exemple catégorie, d'accord. On va l'écrire en français, catégorie, voilà. Ouais, alors vous allez me dire français, anglais c'est la même chose, mais je vais l'écrire en minuscule et en français. Donc ici on va reprendre réponse, d'accord, réponse. On va lui sortir le JSON, donc les informations en fait qui sont contenues dans la requête qu'il nous a réenvoyée, et on va tout simplement ici sortir la chose. Et du coup ici on va imprimer catégorie, on va voir comment il nous formate ça. Catégorie. D'accord, ici. Donc on récupère bien l'information ici et on l'imprime. Et donc on regarde un petit peu ce qui se passe. Et on a bien ici l'équivalent en fait de ce qu'il y a dans nos catégories. On est ici, donc ici je vais actualiser. Voilà, on a bien nos deux catégories. Donc la première c'est l'ID 14, d'accord, et c'est la catégorie cinéma. D'accord. Et la deuxième, eh bien, c'est l'ID, je suis en train de chercher ici, là, ID1 avec la catégorie non classée. Très bien, on va vérifier ça ici aussi. Donc on a bien l'ID 14, voilà, et l'ID 1 non classé ici. Donc vous voyez, on a bien récupéré tout ça. Nous maintenant, c'est pas ça qu'on veut récupérer, parce que ce serait un peu compliqué d'afficher cela. Nous, ce qu'on voudrait, c'est afficher directement le nom des catégories. Pour ça, eh bien, si vous avez suivi les formations BAO les listes et BAO les dictionnaires, vous savez exactement comment on va procéder. Ici, vous voyez, vous avez une liste qui contient à l'intérieur des dictionnaires et chaque dictionnaire correspond à une catégorie. Donc, on va tout simplement rentrer dedans et faire un petit mix pour voir et trouver les informations qui nous intéressent. Donc, on va faire tout simplement for, d'accord, et donc on va reprendre ici un nom, donc on va faire élément par exemple, ou vous mettez 4 si vous préférez, on va mettre élément, ça va changer, pour un élément dans, donc ma réponse ici c'est catégorie, donc c'est-à-dire pour chaque élément de cette catégorie, c'est-à-dire, alors là on parle de liste évidemment, donc ici c'est un élément, je ne sais pas où il s'arrête, ici, d'accord. Premier élément, d'accord, et deuxième élément, ça va jusqu'au bout. Ok, donc vous voyez, pour chaque élément de cette catégorie, donc pour le premier puis pour le deuxième, eh bien nous allons tout simplement ici pouvoir ressortir l'information qui nous intéresse. Pour cela, c'est très simple en réalité, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. On va faire par exemple, ici, name, donc on va faire print, par exemple, pour sortir l'information, et donc on va faire élément, et on va aller directement dans le dictionnaire pour chercher name. La clé name, tout simplement. Donc nam, ici, d'accord. Et donc normalement ici, je devrais pour chacun des éléments, donc le premier et le deuxième, aller chercher l'information qui s'appelle name, tout simplement, et il devrait donc me donner les informations qu'il me faut, d'accord. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il m'affiche. Ici, il m'affiche donc cinéma et non classé, d'accord. Donc, alors ici, je vais peut-être couper ça parce que sinon, vous allez être perturbé. On revient ici, et donc j'ai cinéma et non classé. On a donc bien récupéré nos catégories. Alors pour ça, évidemment, nous, on va les mettre à nouveau dans une liste spéciale, juste ces informations-là, d'accord. Et comme ça va nous permettre de les avoir à disposition pour les mettre après dans notre programme ou les retravailler s'il y a besoin, d'accord. Donc pour cela, on va créer une nouvelle liste. On va l'appeler liste underscore catégorie. Mais après, vous l'appelez évidemment comme vous voulez. Et là, effectivement, on va lui créer donc une liste vierge avec rien à l'intérieur. Et ici, au lieu de faire print comme ça, on va tout simplement, ici, faire liste catégorie égale, pas égale, pardon, point append. D'accord, ça veut dire qu'on va ajouter à notre liste catégorie l'élément name.
d'accord, ou plutôt ce qu'il y a dans name, d'accord. Donc liste catégorie, ici je vais mettre un S, ce sera plus chic. Tout va bien, ça correspond, d'accord. Et donc maintenant, ici, je vais simplement imprimer ma liste pour être sûr que ce soit bien pris en compte et que ce soit bien les bonnes valeurs. Donc ici, on va faire print, liste, catégorie, d'accord. Et on va regarder ce que ça donne. On va faire un peu de ménage ici, CLS. Parfait. Et ici, on va regarder et nous avons donc bien cinéma et non classé. Et à partir de là, évidemment, on pourra en faire ce qu'on veut. D'accord? C'est très important. Alors, ce qui est important également à noter, parce qu'on va s'arrêter là, mais petite information complémentaire, vous notez que chaque catégorie correspond en fait à un ID. D'accord? L'ID 14 pour la deuxième. Et ici, on a l'ID qui est 1. D'accord. Alors si vous voulez retrouver vos ID, il y a des plugins qui existent pour ça, mais sinon, eh bien à l'ancienne, vous allez dessus, d'accord. Et vous voyez, alors vous allez regarder tout en bas ici, ça va vous afficher à un moment le numéro de l'ID, d'accord. Quand vous regardez ici, vous avez tag underscore ID et ici c'est marqué 14. Si je descends, tag underscore ID égale 1. Donc vous avez comme ça vos numéros d'ID. Ça marche également pour les posts. Si on va dans les articles par exemple, je passe au-dessus de l'article et ici il me marque post égale 1. D'accord. Donc vous voyez, vous avez toutes ces informations qui peuvent vous servir à identifier les choses. Et du coup, si à un moment ou à un autre, vous vouliez pour une raison ou pour une autre modifier le nom d'une catégorie, il faudrait donc l'identifier, non pas par le nom de la catégorie, mais retrouver l'identifiant de la catégorie. Et c'est là que le nom va nous servir, puisqu'on va tout simplement reprendre l'information ici, catégorie.json, là, et lui dire tout simplement, tu me cherches le nom, donc par exemple le premier cinéma, d'accord, tu me retrouves l'ID et tu me modifies donc le name de l'ID par cinéma avec un S par exemple, et là on va pouvoir modifier les choses. C'est quelque chose qu'on fera dans d'autres vidéos. À l'attendant, on n'en est pas là. On a déjà vu pour les catégories, du coup ça marche exactement pareil pour les tags. Au lieu de mettre catégorie, ici vous mettez tag, d'accord, toujours avec un S, et ça marchera pareil. Pour les posts, ça marche de la même manière, sauf qu'effectivement il va falloir adapter un petit peu parce que il faut plus de choses pour un post, pour un article. Il faut par exemple le titre, il faut aussi le contenu, etc., etc. Donc on voit ça dans la prochaine vidéo. En attendant, pensez à vous, amusez-vous bien, pensez à liker et surtout pensez à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. À tout bientôt.